Et voilà, top. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux encore aujourd'hui pour ce deuxième webinaire organisé directement par les AFR, dont le sujet est la crypto-monnaie est-elle responsable ou pas? Alors d'abord, qui sont les AFR? Qui sommes-nous? On a pas mal de représentants aujourd'hui lors de ce webinaire. Donc déjà, je me présente, Olivia Blanchard. Donc moi, j'ai une expérience de 13 ans comme compliance officer. J'ai fait ce métier aussi bien en France qu'à l'étranger. Il y a 4 ans, j'ai monté mon cabinet de conseil. Et il y a 1 an, j'ai co-créé l'association des acteurs de la finance responsable avec 3 autres fondatrices, Josette Amor, Patricia Pirio et Sarah Labbé. Alors, les AFR, ces valeurs. Donc, c'est une finance qui agit en conscience, en respectant le vivant. Parce qu'en fait, nous sommes tous convaincus ici que la finance est un acteur incontournable et indispensable pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. À ce jour, le collectif représente plus de 200 membres, tous engagés pour une finance en conscience, amie de l'homme et de la nature. Une de nos spécificités assez importantes, c'est pour ça que j'aime bien la souligner, cet engagement a été pris à titre individuel et personnel. On est une association qui restons indépendante. Cela nous permet de préserver notre intégrité et nous pensons que c'est la somme des engagements individuels qui donnera réalité à une œuvre collective. Alors, les missions de l'association s'articulent autour de 4 axes qui sont dans un premier temps rassembler les hommes et les femmes qui veulent s'engager pour une finance responsable. Ensuite, le deuxième axe, c'est informer, parce que la prise de conscience passe par la connaissance. Nous communiquons sur les sujets de transition sociale et environnementale. Typiquement, ce webinaire d'aujourd'hui en fait partie. Accompagner, parce que devant les mutations complexes auxquelles nous sommes confrontés au quotidien pour la mise en œuvre de cette finance responsable, il est important de s'entourer, d'échanger et de lever ensemble les points de blocage opérationnels. Ça fait partie de nos groupes de travail. Et enfin, former, parce que l'éducation est un outil puissant de transformation. Nous voulons ainsi partager nos expériences et nos connaissances sur cette finance responsable pour la développer auprès du plus grand nombre. Notre ambition au sein de l'association, être toujours plus nombreux afin de devenir une voix qui compte dans les débats publics pour défendre les intérêts de cette finance responsable. Nous ne pèserons pas par le poids d'une somme d'argent sur un compte en banque, mais par celui d'individus que nous représenterons. Alors aujourd'hui, je vous présente Maëlle Caravaca, ici présente, qui est membre ambassadrice des AFR, qui fait du conseil en gestion privée et en investissement au sein de son cabinet indépendant en privé. Elle a 10 ans d'expérience dans le domaine et elle a décidé de mettre ses clients sur le chemin de l'engagement et de l'impact grâce à l'investissement responsable. Voilà Maëlle, je te laisse la parole. Merci Olivia pour cette présentation. Et c'est d'ailleurs à l'occasion des rendez-vous patrimoniaux que je fais avec mes clients que j'ai réalisé à quel point le Bitcoin et les crypto-monnaies étaient devenus vraiment incontournables. Et je pense que ça fait vraiment désormais partie du paysage de l'investissement et de la gestion de patrimoine. Donc, en tant qu'intermédiaire financier, on doit s'intéresser au sujet et puis même à titre personnel par curiosité. Et donc, au sein des AFR, on s'est interrogé sur cette nouvelle classe d'actifs et on a mené nos recherches. Donc, c'est un système financier alternatif qui est vraiment en train d'émerger. On ne peut plus l'ignorer. Alors, on aimerait, à l'occasion de cette table ronde, apporter une vue globale sur cet univers des cryptoactifs et de la blockchain, cette technologie sous-jacente. On voudrait combattre les a priori, déconstruire les schémas de pensée traditionnels et vous offrir à tous un éclairage d'experts financiers. C'est la raison pour laquelle, pour cette table ronde, on a réuni des intervenants et des experts dans leur domaine. Donc, passons tout de suite aux présentations. Nous avons donc notre vedette, Stéphane Is, qui est freelance consultant, un ancien expert de l'Agence française de développement, l'AFD. Il est notre expert climat, impact écologique, gaz à effet de serre. Il est aussi notre géotrouve-tout au sein des AFR et il nous dira tout sur l'impact écologique des crypto-monnaies. Nous avons également en participant Charles Axel, qui est trader chez Citigroup. Son quotidien,
c'est l'économie mondiale et la finance de marché dans cette banque d'investissement américaine, mais pas que. Il nous fera profiter de son expérience et de son regard sur ces nouvelles mutations. Nous avons ensuite... Excusez-moi. Est-ce que ça fonctionne, le micro? Oui, pardon. C'est bon. Nous avons ensuite Eric Aguilar. Eric est commandant de la DDEFN, Division délinquance économique, financière et numérique, à Toulouse, la gendarmerie nationale. Ce service est composé d'une quinzaine de personnes au sein de la section de recherche. Il est spécialisé dans le domaine financier, nouvelles technologies, cybercriminalité, et donc il nous partagera son analyse et il nous dévoilera le dessous des cartes. Ensuite, nous avons Marion Pérez-Brio, qui est juriste d'affaires au sein du cabinet L.co, qui est un cabinet d'ailleurs qui est un exemple de talent au féminin, puisqu'il n'y a que des nanas. Marion est spécialisée dans la finance, la fintech particulièrement et la blockchain. Elle prend par la main les entrepreneurs qui souhaitent naviguer dans les eaux de la réglementation et donc elle va faciliter la structuration et le développement des business sur ces nouveaux sujets de crypto. Et enfin, notre dernier participant, Jonathan Herscovici, qui est fondateur de Stackinsat. Il a inventé le concept du plan épargne Bitcoin. Il est devenu un des premiers PSAN, prestataire de services sur actifs numériques français agréé par l'AMF. Il nous partagera alors ses convictions sur le Bitcoin. Il nous en dira plus sur l'envers du décor de ce nouveau marché. Voilà pour les présentations. J'espère que ça vous a mis l'eau à la bouche. En tout cas, ils ont tous été triés sur le volet. Alors, pour démarrer cette table ronde et qu'on soit à peu près tous sur un même niveau d'information, on ne connaît pas forcément tous bien le Bitcoin, la crypto-monnaie ou la blockchain. Alors, on va prendre quelques minutes pour contextualiser un peu le sujet. Le Bitcoin, très simplement, c'est une monnaie numérique sans frontières qui fonctionne sur un système de peer-to-peer, donc de pair à pair, qui permet d'effectuer des transactions sans avoir à passer par un intermédiaire, une tierce partie. Donc, on est totalement dans un système décentralisé. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de société de traitement financier. C'est le Bitcoin qui représente la première génération du genre, qui a été créé en 2008. Donc, ça fait 12 ans maintenant que cette technologie existe. Et donc, la technologie sous-jacente est la blockchain. C'est un procédé cryptographique sécurisé et ça révolutionne véritablement notre façon d'envisager l'argent et l'échange de valeurs de manière numérique. Et depuis, évidemment, d'autres crypto-monnaies ont vu le jour. L'innovation n'a cessé de mener son chemin en utilisant cette technologie. On a des crypto-monnaies de deuxième génération comme l'Ethereum, par exemple, qui est basée sur un principe de contrats intelligents, donc les fameux smart contracts. Et puis ensuite, d'autres monnaies encore vu le jour, de troisième génération, des altcoins comme EOS, Cardano, etc., etc. Bref, la machine est complètement lancée. Et donc, c'est aussi pour ça que ça soulève énormément de questions que nous allons nous poser aujourd'hui sur cette table ronde. Premièrement, la question, c'est est-ce que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie, c'est la monnaie des trafics illicites? Et donc, on va examiner à quel point il peut être vecteur ou non de cybercriminalité. La deuxième question qu'on se pose tous, je pense, c'est est-ce que le Bitcoin, à quel point ça pollue? Ça tombe bien, on va en parler. Et trop de personnes confondent consommation et pollution, donc on fera un focus sur le sujet. Et puis ensuite, la grande question à 21 millions de Bitcoin, c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça deviendra une véritable monnaie? Ne jamais dire jamais. Donc, on ouvrira le débat aussi sur ces questions d'utilité et de transformation de notre système monétaire et financier. Et enfin, il faudra trancher. Est-ce que la crypto est un investissement responsable? La grande question. Donc, c'est parti pour le débat. On va démarrer tout simplement les questions qui sont liées au blanchiment d'argent, à la criminalité et à la sécurité des données financières. Donc, je te redonne la parole, Olivia, et aux experts pour parler de ces sujets. Merci, Maëlle.
Alors, en effet, on ne pouvait pas organiser un webinaire sur la crypto-monnaie sans aborder cette thématique de la criminalité. Parce que pourquoi? On ne prend pas un journal ces derniers temps, que ce soit Le Monde, Le Figaro ou autre, où il n'y a pas un gros titre. Je les ai notés. On est en train de permettre à des bitcoins sales de devenir des bitcoins propres. Terrorisme, TracFin alerte sur le recours croissant aux crypto-monnaies. Ou encore une enquête durant laquelle 114 millions de livres ont été saisis sur la crypto-monnaie. Il y a aussi les politiques qui les attaquent, notamment Bruno Le Maire, qui va parler et qui va dire il estime que ces monnaies numériques développées grâce à la technologie blockchain posent un vrai problème de financement du terrorisme. Alors, tout ça, effectivement, ça fait des gros titres. On se pose des questions. Moi qui suis compliance depuis 13 ans, première abord, je me dis, ouh là là, crypto-monnaie, blanchiment d'argent, pas du tout responsable, tout ça. Donc, je suis allée creuser un petit peu plus loin. Et en fait, ce qui est important, c'est de recontextualiser en fait ce dont on parle. Donc, son contexte, c'est OK, le blanchiment d'argent. C'est quoi le blanchiment d'argent? Aujourd'hui, les estimations de l'Organisation des Nations Unies, le produit d'activité criminelle blanchi chaque année représente entre 2 et 5 % du PIB mondial, soit 1,6 à 4 milliards de dollars par an. Et ça, c'est le système classique. La crypto-monnaie, ça s'inscrit là-dedans. Est-ce que c'est résiduel ou pas? Alors, pour répondre à cette question de manière un petit peu plus précise, justement, je vais laisser la parole à Éric Aguilar, ici présent, qui lui est tous les jours sur le terrain pour enquêter sur toutes ces problématiques de criminalité. Alors, Éric, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Bien sûr, Olivia, merci tout d'abord sur les présentations, de m'avoir invité gentiment à ce webinaire. C'est avec plaisir, et vous le doutez bien, sans déflorer le secret des enquêtes, que je vais vous poser un rapide discours sur le blanchiment. Bon, le blanchiment, il est posé sur un dispositif législatif depuis avant 90, 87 exactement, dans un aspect traditionnel où les instances sont venues se greffer, comme le TracFin, comme le GAFI, et les obligations qui ont été transposées au travers de la 6e directive actuellement. Voilà. Alors, à l'époque, le blanchiment consistait en des phases, comme tu l'as si bien dit, d'empilement, de placement, d'empilement et de réintégration de cet argent sale pour lui donner un aspect légal sur notre économie. Voilà, on ne va pas aller un peu plus loin dans l'aspect juridique, mais c'était ça. Le but, c'était, à partir de produits infractionnels, de les restituer dans notre économie légale en ayant pris soin de les mixer au travers de divers comptes bancaires, au travers de divers placements. Vous vous doutez bien que cette évolution, depuis ces années 2000, à l'avènement de la crypto, tu l'as si bien dit, depuis 2007-2008, où là, on a pris conscience qu'on pouvait envoyer des valeurs en perdant ces valeurs, et donc en les travestissant en monnaie de change au travers de la blockchain, effectivement, s'est développé un moyen de sophistication au travers de ces cryptoactifs. D'accord? Donc là, j'ai fait un grand pas. Je vous passe effectivement les blanchiments sur lesquels nous, on a enquêté initialement, qui étaient le blanchiment d'escroquerie, d'espèces, de réintroduction de blocs, de sociétés, dans l'immobilier, etc. Maintenant, on va parler effectivement de blanchiment digital. Alors, entendons-nous bien, on ne fait pas le procès, effectivement, et c'est bien le but de notre webinaire, des cryptoactifs, puisque ce n'est pas une monnaie, puisqu'elle est dérégulée. Mais il n'empêche que même si c'est résiduel, et tu l'as si bien dit, puisqu'on a un market cap à 1600 milliards qui a doublé depuis 2017, je dirais, on a quand même toutes les évasions, toutes les fuites au travers de nos infractions digitales qui utilisent cette voie par le dark, par Tor, par les ransomware, effectivement, afin de retirer des fonds au travers de cette crypto. Alors, ce n'est pas forcément le BTC parce qu'il y a des fees élevés, ça peut être le Monero, ça peut être d'autres ransomware, d'autres monnaies, mais effectivement, elle est utilisée. Alors, comment, effectivement, pourquoi, effectivement, cette criminalité, cette nouvelle criminalité utilise la crypto? Tout simplement parce qu'elle est rapide, parce qu'il y a une anonymisation, effectivement, parce qu'au travers des exchanges, et ça peut-être que vous y rentrerez un peu plus en détail, on n'a pas que Binance, on n'a pas que Kraken, on a effectivement des plateformes plus exotiques qui faillissent un peu plus ou moins ce KNC. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos acteurs vont retraduire la crypto dans les fiat après en fiduciaire au travers de cartes qui font du cash-out dans les distributeurs, au travers effectivement de circuits dans lesquels ils échangeront leur wallet au travers de certaines communautés qui balanceront de leur côté des espèces et ils troqueront ces valeurs numériques en espèces sonnantes et trébuchantes. Au passage, on a saisi 2 millions d'euros il y a 2 semaines sur Paris,
sur ce style. Mais le premier ancrage de ce blanchiment, il est bien là, et c'est peut-être là qu'il faut se poser la question, et peut-être qu'il nous concerne tous, c'est quand même le blanchiment de fraude fiscale. On est tous en train de parler de criminalité organisée, mais la personne, ce n'est pas interdit de placer des cryptos, de faire des placements sur cryptoactifs. Ce qu'il est un peu moins quand même, c'est de s'exposer en ne tenant pas à jour une balance donc, de ses dépôts et de ses retraits. Et vous savez aussi bien que moi que depuis 2 ans maintenant, le dispositif est bien posé sur la fiscalité, je dirais plus ou moins la dernière année. Vous avez obligation de déclarer les bénéfices. Donc, il est là le premier blanchiment. On a la fraude fiscale, on a son blanchiment. Effectivement, si vous ne déclarez pas un compte à l'État, vous êtes pour la loi. Voilà, j'ai été très très vite, mais c'est vrai que dans l'esprit du blanchiment, même s'il est résiduel, pour nous, force d'enquête, on voit bien cette évolution de face-to-face qui n'existe plus au travers des escroqueries et les travers utilisés pour blanchir certaines sommes, donc à l'initiative des mafias organisées, on se retrouve effectivement sur un segment de crypto. Ce n'est pas le plus important, mais il est assez prégnant. Effectivement, je pense que c'est important de préciser. Moi, j'avais noté un chiffre qui était intéressant. Par exemple, sur le blanchiment, il y a 79 000 déclarations qui sont faites par an à Tracfin en France. Et au total, 528, en fait, se sont liés aux cryptoactifs. Alors, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est lié parce que les acteurs aujourd'hui ne font pas encore spontanément ces déclarations Tracfin ou est-ce que on est encore une fois en train de parler d'une chose assez résiduelle par rapport à l'ampleur de cette criminalité du blanchiment d'argent qui finalement transite beaucoup plus dans les circuits financiers classiques que dans celui un peu alternatif dont on parle aujourd'hui, la crypto-monnaie. J'aimerais bien aussi quand même apporter une précision assez intéressante sur le financement du terrorisme, où aujourd'hui, c'est vrai qu'on associe beaucoup donc, la crypto-monnaie à cette criminalité, mais il faut savoir qu'en moyenne, aujourd'hui, une opération de terrorisme coûte dans les 1 000 euros. Donc, j'avais noté, oui, c'est ça, c'est à peu près l'attentat de Nice en 2016, par exemple, il aurait coûté 2 500 euros. Celui aussi, je me souviens, Eric, quand tu avais parlé de l'hypercacher, c'était des sommes qui sont assez faibles et donc très difficiles à traquer dans le système monétaire et financier. Donc, je pense que c'est important en fait que quand on voit ces gros titres aujourd'hui de la crypto-monnaie qui va faciliter cette criminalité, quand même de tout reconceptualiser par rapport à ce qui se passe encore aujourd'hui sur les circuits classiques. Ensuite, j'avais un autre point et je pense que c'est important. Donc, on voit au début, on pensait que la crypto-monnaie, voilà, c'était alternatif, mais les régulateurs se sont quand même emparés du sujet et on voit de plus en plus apparaître un cadre réglementaire. D'ailleurs, comme tu l'as cité, Maëlle, nous avons un intervenant aujourd'hui qui est devenu le premier PSAN. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir un petit peu en tête ce côté réglementaire qu'il y a à ce jour. Et c'est là où Marion, justement, tu peux intervenir pour nous expliquer un petit peu plus ce contexte et ce qui est mis en place, ce qui existe sur ce sujet. Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'intervenir dans ce webinaire. Alors, effectivement, moi je vais donc vous parler du cadre réglementaire. Je vais essayer de ne pas trop rentrer vraiment dans les détails techniques pour pas trop perdre les gens. Donc, en fait, le cadre réglementaire des cryptos, il découle de la loi Pacte. C'est une loi qui date de 2019, c'est assez récent. Et en fait, cette loi est venue dans un premier temps définir ce qu'était un actif numérique. Donc, un actif numérique, on a deux catégories d'actifs numériques. On a une première catégorie qui est en fait ce qu'on va appeler une représentation numérique d'une valeur et d'une valeur qui n'est pas émise ou qui n'est pas garantie par une banque centrale. Donc, en fait, c'est un terme un peu barbare pour parler de notre fameuse crypto-monnaie. C'est nos crypto-monnaies. Et ensuite, on a une deuxième catégorie d'actifs numériques où là, on parle de jetons, de tokens en anglais. Donc, ça va parler aux gens qui sont là-dedans, qui s'intéressent à la crypto. Et donc, ces jetons, ces tokens, en fait, c'est une représentation d'un droit qui a été émis ou qui est enregistré de manière électronique. Donc, je ne sais pas si parmi nous, on a des experts là-dedans, mais vous avez, par exemple, on entend beaucoup parler en ce moment des NFT, ce qu'on appelle non-fungible token. Et en fait, c'est ça, c'est cette deuxième catégorie d'actifs numériques
Et là, le NFT, lui, va représenter en fait un droit sur, en général, une œuvre d'art. Voilà, donc là, vous avez dans un premier temps un premier cadre sur ce qu'est un actif numérique. Et dans un deuxième temps, vous allez avoir en fait un cadre réglementaire sur les acteurs autour de l'actif numérique. Donc, vous avez les acteurs qui rendent des services sur ces actifs numériques, et puis vous avez également des acteurs qui utilisent ces services numériques. Donc, s'agissant des acteurs qui rendent des services sur des actifs numériques, on appelle ça des PSAN. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ce sont des prestataires sur actifs numériques. Et le droit français est venu donc définir ce qu'était un service numérique. Donc, on a toute une liste, on en a environ une dizaine, et on en a 4 principaux pour lesquels les acteurs qui rendent ces services-là, ces 4 principaux services, doivent être enregistrés auprès de l'AMF. Donc, ces services, c'est dans un premier temps la conservation d'actifs numériques. Donc, vous gardez sur un wallet, sur un compte d'actifs numériques des bitcoins ou de l'Ether, enfin, des cryptos, puisque là, pour l'instant, c'est ce qui nous intéresse. Vous avez un deuxième service qui est en fait l'achat et la vente d'actifs numériques, contre une monnaie ayant cours légal, donc en fait contre un euro, contre un dollar. Donc, vous allez échanger un bitcoin, par exemple, contre un euro. Un troisième service qui, alors lui, c'est l'échange d'actifs numériques contre un autre actif numérique. Donc là, un bitcoin contre, puisque là, on parle des crypto-monnaies, un bitcoin contre un Ether. Donc là, vous êtes vraiment sur deux actifs numériques. Et un quatrième service important qui, lui, est en fait l'exploitation d'une plateforme d'échange et de négociation d'actifs numériques. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, Eric en a parlé, c'est les plateformes type Kraken ou Binance qui sont les plus connues. Voilà. Et donc, ces acteurs-là qui rendent ces services-là, les quatre grands services que je viens d'évoquer, vont devoir être enregistrés auprès des autorités de régulation, donc l'AMF en particulier. Et donc, le dossier d'enregistrement, comment ça se passe? Vous allez déposer un dossier. Alors, attention, je reviens là-dessus. Et si vous êtes un acteur et que vous souhaitez exercer un de ces quatre services pour lesquels vous êtes obligé d'être enregistré, eh bien, attention, vous devrez avoir votre enregistrement avant de commencer votre activité. Vous ne pouvez pas exercer cette activité si vous n'êtes pas enregistré. Donc, c'est très important, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en amont. Et donc, ce dossier d'enregistrement, comment ça se passe? Vous allez déposer ce dossier auprès des autorités de régulation. Elles vont vérifier 2 choses principales. La première, c'est votre capacité, ce qu'on appelle votre honorabilité. Elle va regarder votre CV, savoir si vous avez les capacités pour agir sur ce marché-là. Et la deuxième, qui nous intéresse là plus particulièrement, c'est vraiment le côté LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, vous allez avoir déjà un premier regard des autorités de régulation en France sur ces acteurs-là, sur ces acteurs qui rendent ces services-là. Vous n'allez pas pouvoir être enregistré si vous ne garantissez pas une sécurité optimum. Donc, cet enregistrement-là de ces acteurs qui rendent ces services, de ces PSAN, c'est un gage de sécurité. Mais à côté, sur le marché, vous avez un deuxième acteur qui est en fait les acteurs qui utilisent ces services. Donc ça, c'est vous et moi. Voilà, je pense qu'il doit y en avoir énormément aujourd'hui dans l'audience. Et donc, ces acteurs qui utilisent ces services, il faut également faire très attention à, en fait, qui vous avez en face. C'est très important de faire attention à qui évolue sur les marchés. Et quand vous allez, par exemple, vouloir agir et travailler avec une plateforme, type Kraken, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut faire attention de vérifier que justement ces plateformes-là, ces acteurs-là, ces PSAN sont enregistrés. Parce que c'est donc un gage de sécurité. Et on a pu voir là récemment, notamment avec le scandale RR Crypto, où en fait on a des utilisateurs qui ont perdu l'intégralité de leur portefeuille crypto parce qu'en fait ils avaient un peu misé sur le mauvais cheval et que la plateforme sur laquelle l'association auprès de laquelle ils avaient
investis, en fait, n'étaient même pas enregistrés en tant que tels par l'AMF. Donc, vraiment, faites très attention quand vous êtes sur ce marché-là à regarder les acteurs que vous avez en face. Et donc ça, Marion, justement, ça sur le principe de sécurité, en fait, il faut vérifier que les acteurs soient enregistrés auprès de l'AMF. Donc j'imagine sur le site de l'AMF que tu vois en fait les courtiers qui ont un agrément. L'erreur qu'a fait ces investisseurs, c'est de confier de l'argent justement à un courtier qui n'était pas agréé. Alors, exactement. Alors, là, on parle effectivement d'un enregistrement. Donc, vous allez sur le site de l'AMF et vous avez la liste des acteurs qui sont enregistrés, effectivement. Alors, qui sont enregistrés, attention, en France. D'accord. Et qui peuvent exercer sur le marché français. Alors, bien évidemment, pour les acteurs, certains acteurs qui ne sont pas français, parce qu'on est quand même sur un marché qui est assez internationalisé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la liste de cet acteur-là sur le site de l'AMF que forcément, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. Attention, non. Vérifiez déjà dans un premier temps sur le site de l'acteur auprès de qui vous voulez investir, s'il est enregistré, s'il est régulé, alors en France ou dans un autre pays. Mais déjà, c'est une première… Et du coup, en fait, pour les gens qui assistent ici, je pense que le message par rapport au contexte dont on parle du blanchiment et de la question du rapport de la crypto-monnaie par rapport à cette criminalité, c'est de dire au final, il faut la remettre dans un contexte. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a une réglementation aujourd'hui qui existe, une réglementation, comme l'a expliqué, avec un cadre réglementaire précis, des agréments qui sont suivis par des régulateurs au même titre qu'un autre prestataire de services d'investissement classique, et qu'ensuite, il faut avoir de la vigilance quant à justement cette obtention de cet agrément. Et aussi, un point à souligner important, c'est que depuis la directive blanchiment, met les cryptoactifs vraiment aujourd'hui en sous-jacent. Donc, ils sont soumis également, de toute façon, à cette réglementation de lutte contre le blanchiment. Donc, encore une fois, sur cette problématique de blanchiment, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. L'objectif ici, en fait, du webinaire et de cette partie, c'était de recontextualiser et de vous donner tous les éléments pour, au final, que vous puissiez juger par vous-même de côté responsable ou lien ou pas à favoriser une criminalité. Si je peux permettre, Olivia, justement, je suis en train de surveiller les chats et justement, je voulais lire les commentaires qui ont un lien avec ça. Parce qu'en effet, il y a un point qui a été fait par quelques participants qui est extrêmement approprié, qui est quelque chose qui est intéressant de garder en tête. C'est les crypto-monnaies ne sont pas anonymes, contrairement à une mauvaise image reçue qui est peut-être trop répandue. Et s'il y a un moyen qui est anonyme, c'est les cash. Et justement, quelques participants ont fait le point très juste, comme quoi les cash peut permettre beaucoup plus facilement des questions de blanchiment, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à garder en tête. Une autre chose qui est intéressante, c'est que la notion comme quoi les cryptos sont éminemment associés à l'activité criminelle, c'est peut-être quelque chose qui date de 2014, quand il y avait 500 personnes dans le monde qui connaissaient les bitcoins. Mais aujourd'hui, avec l'entrée de tous les investisseurs retail, d'énormément d'institutionnels, etc., la proportion d'activité illégale dans les bitcoins, etc., est extrêmement réduite. Et en fait, les calculs faits par Chain Analysis, par exemple, font état de 0,34% des transactions associées à des adresses illégales, etc. Comment est-ce qu'ils arrivent à ça? Justement parce que par les caractéristiques de la blockchain, qui n'est pas pseudonyme, qui est pseudonyme, mais qui permet une transparence qui n'est pas dans les systèmes financiers traditionnels, on a des outils aujourd'hui qui permettent de tracer tous les flux dans la blockchain. Des compagnies comme Chain Analysis, CipherTrace, etc., se spécialisent dans ça et permettent de pouvoir identifier des adresses qui sont liées à des darknet markets, des adresses qui sont liées à des ransomware, etc. Donc, du coup, en fait, on a aujourd'hui des moyens qui sont similaires à ce qui existe dans la finance traditionnelle. Et dernier point, n'oublions pas que si finalement quelqu'un intervient et agit en crypto, éventuellement pour pouvoir mener à bout l'activité, il va devoir passer par le fiat, par le système traditionnel. Donc, du coup, il y a les rampes d'accès fiat crypto ou crypto fiat qui sont soumises à cette obligation et à cette obligation de mettre en place un cadre, un dispositif d'AML, etc., dont parlait Marion. Et donc, du coup, justement, ça montre comment le système, finalement, n'existe pas en isolation. Il existe à côté du système traditionnel. Et du coup, les contrôles
auxquels on est habitué, les dispositifs d'AML, etc., s'appliquent également dans le monde crypto, s'appliquent également aux échanges, s'appliquent également aux distributeurs d'ATM de Bitcoin, etc. Donc, du coup, voilà, donc c'est un peu pour se dire que voilà, ce ne sont pas forcément des enjeux complètement différents et ce ne sont pas des contrôles inexistants, ce n'est pas le Wild West comme on voudrait les percevoir. Et voilà, et ce n'est pas forcément une problématique complètement nouvelle. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une très bonne remarque que tu nous fais, Manuel, parce que c'est vrai que c'est quand même aussi ça le principe, hein, c'est de pouvoir retracer, enregistrer dans une bloc de chaîne les transactions, les informations. Peut-être que, Eric, est-ce que toi, tu nous confirmes que vous avez la possibilité justement de retracer ces flux, même si effectivement, bon, donc c'est pas anonyme, c'est pseudonyme, mais donc de pouvoir quand même remonter à un moment donné parce qu'il y a aussi cet échange avec les monnaies traditionnelles? Absolument, voilà. Bon, je vais en dire au coup par coup. Bien sûr qu'on travaille avec Chainalysis, bien sûr qu'on retrace tout ce qui est gravé dans ce fameux livre, comme on dit, un roman de transaction. Il y a une double problématique. La première, elle est sur le get vérification, où on a effectivement des vraies ou des fausses identités derrière. Et la deuxième, on a après dans ces nœuds où on va après perdre les wallets et avoir du stockage à froid. OK ? Voilà, elle est là. Mais c'est vrai qu'on va suivre l'intégralité des transactions faites sur les blockchains au travers de logiciels, comme l'a si bien dit Emmanuel. C'est évident. Nous, nos problématiques d'enquêteurs, elles sont doubles. C'est réellement qui c'est qu'on a derrière sur les réelles identités, OK ? Parce qu'on sait tous que, certaines vérifications sont faites à distance sous couvert des caméras, effectivement, avec des fausses cartes d'identité, des faux papiers. Et bien voilà, les gens ils ouvrent des faux comptes, tout simplement. La deuxième, c'est que quand même, il ne faut pas le perdre de vue. On a ces sociétés aussi qui ont ces personnes morales, ou dans les SAS, on a d'autres personnes morales. Et avant d'arriver aux bénéficiaires effectifs, c'est bien là. Et on pourrait en discuter toute la nuit. Hein, la 5e directive et la 6e insistent bien sur ce bénéfice. C'est là aussi où nous, on vient de buter. Et enfin, c'est tout ce qui est après sur stockage à froid, et sur Ledger, compagnie, pour ne pas les citer. Mais c'est vrai qu'on peut effectivement tracer, et on trace comme il le faut, avec les outils qu'on a, avec Europol, qui a des experts de très haut niveau, et qui arrivent effectivement à démanteler. Et c'est vrai que c'est très résiduel. C'est vrai que maintenant, le marché est mature. Sur les cryptos, il est mature. Les indices sont là, les investisseurs sont là. Il est mieux maîtrisé. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et nous, enquêteurs, on peine au même style que quand vous disiez le placement, le forex, le binaire, c'est des escroqueries, puisque je n'ai pas le temps de tout vous dire. Regardons sur Regafi, regardons sur l'Orias, regardons sur l'AMF, vous voyez, avec ces décalages, c'est un retard, effectivement. Mais c'est bien d'éveiller à ceux qui nous écoutent cette vigilance, comme vous le dites si bien, et de par eux-mêmes d'adopter une posture prudentielle qui fait que faisons les premières vérifications. Ne nous laissons pas berner sur justement cette mise en berne du déplacement tradit, hein, et où on se fait appâter à 10% au mois, où ils vont vous servir les premiers intérêts et après ils vont vous dépouiller. Voilà. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'on est très vite tenté, moi je le vois avec des clients, on est très vite tenté en fait par l'aspect spéculatif qu'il y a autour de cet investissement. Et donc, c'est success story de millionnaires. Ouais, ça existe quand même, certains, vous l'avez si bien dit. Charles Axel pourra nous en parler. Voilà, mais c'est vrai que malgré tout, la vigilance, elle est la même sur le circuit traditionnel que sur le circuit dans la cryptosphère, parce que les pratiques restent les mêmes finalement. En fait, ces cybercriminels utilisent les mêmes pratiques, que ce soit avec de l'euro, du dollar ou avec du bitcoin. C'est exactement ça. C'est plus quelques coups de phishing sur les sites pour dépouiller. Voilà, Merci beaucoup. Je pense qu'au niveau du timing, il faut qu'on passe au deuxième sujet. Long, oui, je pense qu'on a été long. Du moment. Non, c'est très bien. Mais il est temps qu'on passe au deuxième sujet pour que tout le monde soit satisfait. Et Maëlle. Oui, alors le deuxième thème qu'on voulait aborder, qui nous brûle tous les lèvres, ça va être la fièvre écologique en fait. Est-ce que le Bitcoin nous met la fièvre? Et à quel point en fait le Bitcoin fait monter la température? Donc là, justement, Stéphane, notre grand expert du climat, peut peut-être nous en dire un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de justement ce battage médiatique sur la consommation d'énergie du Bitcoin? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut vraiment se révolter contre ces nouvelles pratiques? Ou est-ce qu'il faut peut-être le mettre en contexte et en perspective avec le circuit bancaire traditionnel ou l'extraction de métaux précieux et de l'or? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Stéphane, toi, de ton point de vue? Écoute, je vais essayer.
Donc moi, pour préparer un peu ce webinaire, j'ai cherché quelques chiffres et j'en ai trouvé, parce que c'est quand même pas évident. Il y a un peu d'incertitude. Hein. Donc, en gros, il y a deux grosses sources d'informations. Il y a Cambridge, l'université de Cambridge, qui a créé un indice, et puis il y a un autre site qui s'appelle DigiConix, éventuellement je vous retrouverai, qui donne aussi une bonne idée. C'est vrai que quand on regarde sur Cambridge, il y a une très grosse fourchette qui est donnée, donc qui montre quand même qu'il y a une incertitude. Et puis du côté de l'autre indice, c'est un peu moins incertain, mais grosso modo, donc la consommation aujourd'hui, parce que ça évolue beaucoup, hein, avec une forte croissance. Et une des inquiétudes, c'est pas tellement aujourd'hui, c'est important, mais c'est pas si gigantesque que ça. Et après, c'est aussi fait sur un volume de transactions qui est relativement faible si on compare ce volume par rapport au volume global d'échanges financiers. Et on parle, alors évidemment, je vais vous donner un chiffre un peu technique qui ne va pas vous parler, mais je vais le contextualiser. On parle de 135 TWh par an. Donc, 135 TWh, ça parle à personne. Pour vous donner une idée, donc c'est la consommation d'électricité d'un pays comme la Suède. C'est quand même, voilà. Alors après, c'est à l'échelle du monde, c'est un pays de la Suède. La Suède, ce n'est pas un très gros pays non plus. Et ensuite, quand on convertit ça en tonnes de CO2 au global, par an, c'est de l'ordre de 60 millions de tonnes de CO2 par an. Alors, encore une fois, 60 millions de tonnes, qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, la France, c'est 450 millions de tonnes de CO2 par an. Vous prenez, et donc, c'est l'équivalent d'un pays. Le Portugal, c'est 40 millions de tonnes, pour vous donner une idée. Donc, c'est alors un des sites, il parlait de la Serbie-Monténégro. Bon, c'est donc l'équivalent d'un petit pays, mais avec un niveau d'activité, avec un niveau de développement assez élevé. Donc ce n'est pas négligeable. Et puis enfin, il y a un dernier indice qui est utilisé par ces plateformes, c'est les tonnes de déchets électroniques que ça génère. Et donc, ils évoquent 5000 tonnes par an de déchets. Et donc, ça, c'est l'équivalent à ce que produit en déchets électroniques le Luxembourg. Donc, il ne faut pas aussi négliger ça. Alors après, il y a une autre comparaison qui est faite, c'est par transaction. Oui. Transaction, c'est 850 kg de CO2 par transaction. Donc, encore une fois, ça ne fait pas beaucoup, mais ça, c'est équivalent à 2 millions de transactions Visa et c'est équivalent à 140 000 heures de vidéos sur YouTube. OK. Donc, ça parle un peu plus, donc on se rend un peu plus compte. Et donc, c'est aussi 1800 kWh une transaction, ce qui fait de l'ordre de 60 jours d'une consommation électrique d'un foyer américain. Donc, tous ces chiffres, ça va tous dans le même sens. C'est-à-dire que oui, à la réponse, est-ce que ça consomme de l'électricité? La réponse est oui. Ouais. Et si l'électricité est carbonée, évidemment que derrière… Voilà. Et un des sujets, c'est qu'en fait, une grande partie, il me semble que c'est plus de la moitié, mais c'est peut-être même encore un peu plus, du minage. Donc, en fait, le gros problème, c'est le minage qui veut dire, une autre façon de le dire, c'est la façon de crypter, qui est vraiment ce qui consomme le plus d'énergie. Et donc, ce cryptage, lui, il est très consommateur d'énergie. Il se fait beaucoup en Chine. Et comme l'électricité en Chine est encore beaucoup produite, réalisée à partir de charbon, il y a donc des émissions de CO2 associées qui sont assez importantes. Alors après, est-ce qu'on peut arriver à réduire cette empreinte? La première réponse, c'est de dire, OK, on va décarboner l'électricité. Et ce qui est plutôt en train de se passer, globalement, même en Chine. Donc, je rappelle que la Chine a pris un engagement en 2060 net zéro émission. Ils ont pris des engagements, donc sortie du charbon, etc. etc. Donc, il va y avoir une relative décarbonisation et qui va mécaniquement impacter le secteur de la crypto. Donc, ça, c'est une première façon. Une autre façon de faire, c'est aussi d'avoir d'autres technologies. Donc, il y a, sans rentrer dans les détails techniques, mais le Bitcoin a un de ses grands challengers qui est Ethereum. J'ai toujours du mal à prononcer, mais voilà. Et donc, Ethereum, lui, il utilise une façon un peu de travailler un peu différente du Bitcoin et du coup, une consommation d'énergie associée qui est du coup très fortement diminuée. On parle d'une réduction de presque 75% de la consommation d'énergie. Donc, ça, c'est une autre façon aussi de se dire, on peut réduire l'impact de cette… Et enfin, le dernier point, comme tu l'as souligné, Maëlle, c'est de savoir à quoi on se compare, parce que, évidemment, dès une activité humaine, il y a les mêmes sujets, je veux dire, sur les énergies renouvelables.
une énergie renouvelable, dans l'absolu, ça émet de CO2. Mais ça émet moins de CO2 que si on produisait la même quantité d'électricité à partir d'une énergie fossile. Donc, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure, quand on va changer, à quoi on se compare. Donc, dans l'absolu, le Bitcoin, ça émet des émissions, comme toute activité humaine. Après, est-ce que ça émet moins ou plus que le système financier traditionnel? Donc, il y a un certain nombre d'études qui commencent à sortir sur ce sujet. Il y a donc des gens de la crypto qui disent plutôt moins. Donc, il y a un chiffre de 2 fois moins. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Et justement, c'est sur l'étude de l'Université de Cambridge qui disait que aujourd'hui, la consommation d'énergie du cryptage, c'est à 45% utilisent des énergies propres, des énergies renouvelables, là où justement la consommation mondiale, nous, à titre privé, entreprise ou particulier, on consomme que 25% d'énergie renouvelable. Ça veut dire que déjà… Forcément, tu peux en fait beaucoup plus facilement dédier, ou orienter, puisque c'est très, très ciblé, quoi. Alors qu'en fait, le système monétaire international, il est très, très diffus quand même, mine de rien. Alors, c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, elle est utilisée c'est quelques pourcents, enfin, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'est évidemment très faible en comparaison aux échanges financiers internationaux. Oui. Mais tu as remarqué juste, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux évidemment, de façon très, très soit opportunistique, soit vertueuse, oui, exactement. concentrer, parce que je dis opportunistique parce qu'en fait, aujourd'hui, le principal critère pour le choix de ton électricité, je ne suis pas sûr que ça soit la vertu climatique. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est là où ça ne coûte pas cher. Voilà, c'est là où ça ne coûte pas cher. Comme il y a une approche, c'est vrai qu'il y a une approche économique, donc le coût de l'électricité et la stabilité aussi de l'énergie. Donc, bien sûr. Naturellement, ils vont aller… On parle de barrages, on parle de choses comme ça. Exactement. Et même, en parcourant un peu sur Internet les sujets, on voit même des gens qui, en fait, d'une année sur l'autre, ou bougent en fait des conteneurs bourrés d'ordinateurs et ils les mettent dès qu'ils peuvent attraper un contrat, voilà, que ça fait le tour du globe pour bien attraper des contrats les moins chers possibles. Oui, mais ceci dit, c'est vrai que Ceci dit, c'est vrai que cette logique économique, elle a quand même cette vertu d'aller chercher l'électricité qui pourrait être gaspillée, qui pourrait ne pas être rentabilisée. Donc, d'une certaine manière, c'est quand même si ce n'est pas la volonté première, c'est donc d'aller utiliser cette électricité qui est pas Alors, on peut même rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, plus ça va, plus les énergies renouvelables sont les plus compétitives. Bon, je vais évidemment donner un exemple qui est un peu faux, mais qui donne quand même un ordre de grandeur. Vous prenez par exemple aujourd'hui la meilleure électricité solaire, les meilleurs contrats, c'est de l'ordre 10 € du mégawattheure, même un peu en dessous. Vraiment dans des pays super ensoleillés, Moyen-Orient, il y a eu ça aussi au Portugal. 10 € du mégawattheure, là où le prix moyen de gros en Europe est autour de 50. Et vous prenez des énergies très chères, par exemple comme le nucléaire et le nouvel EPR de Flamanville, qui est autour de 120. Donc, vous voyez, il y a un ordre de grandeur évidemment immense entre tout ça. Et l'autre aspect aussi, c'est que les énergies renouvelables, donc, elles ont cette capacité ou défaut selon d'être intermittentes et donc de produire pas toujours. Alors, c'est surtout vrai pour l'éolien, un peu moins vrai parce qu'en général, quand le jour est là, les gens sont actifs. Et donc, quand le solaire produit, en général, on prend. Mais l'éolien, il peut y avoir des moments où il y a même des énergies négatives, hein, c'est-à-dire qu'on vous paye pour consommer l'électricité. Et donc, à ce moment-là, on voit bien qu'il peut y avoir des effets d'opportunité qui permettent d'utiliser quelque chose de vraiment pas cher et de vertueux. Intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera plus facile pour les cryptos d'aller vers ces énergies renouvelables que de réformer le système bancaire, par exemple. C'est plus difficile au système bancaire traditionnel, peut-être, d'intégrer ces nouvelles dimensions-là. Et la preuve, c'est que le rapport Oxfam a montré que les dépôts bancaires étaient responsables de 8 fois les gaz à effet de serre de la France. Bon, aussi parce que les banques financent des activités. Voilà. En fait, il faut faire très attention à ça, parce qu'en fait, évidemment, quand on va faire le point de comparaison, c'est les fameuses histoires de scope, 1, 2, 3. Voilà, exactement. Donc, si on inclut les assets qui sont financiers derrière ou pas. Hein, et donc, dans un premier temps, je pense qu'il faut se concentrer sur le scope 1 et 2.
puis voir un peu, mais bon, on peut dire quand même sans trop se tromper que les banquiers voyagent beaucoup. En général, ils ne prennent pas la classe éco et en général, ils vont plutôt dans des beaux hôtels. Et donc, il y a forcément un impact à tout ça. Après, il y a aussi deux endroits où il peut y avoir des applications, alors là, plus de la technologie blockchain que du Bitcoin en tant que tel. Le premier élément, c'est qu'en fait, il y a des gens, pour reprendre alors, la technologie blockchain, il y a des gens qui pensent que le Bitcoin peut servir à attirer des financements dans le secteur, et donc ils ont créé des monnaies dédiées à ça. Le Solar Coin, on a vu aussi sur le Carbon Coin, etc. Personnellement, moi, je trouve que pour l'instant, il y a trop de financement, enfin, il y a beaucoup d'argent disponible aujourd'hui pour aller vers le vert en général, et pas assez de projets, donc je ne suis pas sûr que là, il y ait une grosse valeur ajoutée. Ensuite, on voit aussi de l'autre côté donc le solaire et la production très décentralisée d'électricité amène des nouveaux modèles dits autoconsommation, voire échange d'électricité peer-to-peer. Et donc, imaginons que moi, je mette des panneaux solaires sur mon toit et que je veux vendre l'électricité à mon voisin sans passer par EDF. Ouais. Je peux utiliser donc une technologie blockchain qui me permet en fait de garantir l'échange, c'est-à-dire d'un côté du kilowattheure et de l'autre côté de la monnaie. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut voir. Encore faut-il qu'évidemment la transaction ne coûte pas plus cher que le kilowattheure, enfin en termes de consommation d'électricité, voire d'émissions de CO2, n'annule pas tout le bénéfice de faire cet échange qui se fait. Et enfin, un dernier élément, sur l'énergie, on voit de plus en plus ce qu'on appelle les corporate PPR, c'est-à-dire donc des sociétés qui elles-mêmes investissent dans des champs dédiés pour leur propre consommation ou qui font des deals d'électricité solaire. On a vu ça avec, par exemple, la SNCF et il y en a plein d'autres. Donc, les grands, les GAFAM ont fait ça beaucoup. Soit ils investissent eux-mêmes dans des champs solaires ou éoliens pour baisser leur empreinte carbone, soit en fait, ils achètent de l'électricité sur des contrats long terme, ils achètent de l'électricité avec des certificats de garantie d'origine renouvelable à un tiers qui lui-même va développer des champs qui seront quelque part dédiés à l'activité. Donc, à terme, plutôt que de se balader avec les conteneurs, on peut aussi envisager des solutions où, là, ça peut aller même assez loin. Hein, il n'y a pas très longtemps, il y a BASF, donc le chimiste, qui, pour sa propre électricité, va investir dans un champ éolien en mer en Allemagne. Ouais. On peut imaginer tout à fait des sociétés spécialisées dans le minage de crypto-monnaies d'aller donc garantir son électricité verte et quelque part sortir dans une certaine mesure du débat. À mon sens, quand même, on passera quand même forcément par une réflexion sur la consommation d'énergie. Il faudra quand même arriver. Et on ne peut pas non plus là ne pas anticiper certains progrès dans la partie informatique. Ouais. J'ai eu des débats avec mes enfants il n'y a pas très longtemps sur les ordinateurs quantiques. Bon, voilà, je ne sais pas si ça va arriver, hein, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est jusqu'aux ordinateurs quantiques, mais forcément, les calculs, l'informatique va aussi faire un certain nombre de progrès. Et donc, il faut espérer que la consommation d'énergie baisse. Et c'est vraiment souhaitable. Ouais. Je me permets de faire un tour sur les commentaires, etc., réactions dans le chat et réagir aussi un peu à certains des points. Oui, en effet, les modèles que tu mentionnes justement des mineurs qui peuvent faire des deals justement pour la fourniture d'électricité, c'est un modèle qui existe. C'est la façon comme les minages se fait en Islande, en fait, avec des mineurs qui ont des accords déjà passés avec des centrales hydroélectriques où justement, vu qu'ils peuvent étendre leurs machines quand il faut, quand ce n'est pas plus rentable et les réallumer quand c'est le cas, il s'agit un peu comme acheter en dernier ressort. Et c'est quelque chose justement qui est la thèse en fait à la base d'un rapport récent des ARK Invest et Square, justement qui montre comment les minages de BTC peuvent être à la base d'un greening de la grille électrique, justement parce que les mineurs peuvent agir un peu comme banque centrale d'électricité ou acheteur en dernier ressort, justement, et ça peut promouvoir le développement de l'électricité. Mais donc, du coup, j'arrête sur celle-là parce que justement, il y a d'autres commentaires assez justes, justement, sur le chat, on parle beaucoup, justement, de l'impact de Bitcoin, de la consommation. C'est une externalité qu'on ne peut pas ignorer, elle existe. Ouais. Mais après, n'ignorons pas non plus que la consommation de Bitcoin, c'est du fait du proof of work. C'est la façon comment les bitcoins sont émis et justement et comment les mineurs jettent de pouvoir justement investissent dans des ressources pour déchiffrer les puzzles cryptographiques, etc., et être récompensés en bitcoin. Mais
Et il y a beaucoup d'autres modèles justement pour ça. Et le Proof of Work est en train d'être déplacé par le Proof of Stake. Bitcoin aujourd'hui représente plus ou moins 40-45% de la market cap des cryptocurrencies. Après, le deuxième, c'est Ethereum. Ethereum est en train de basculer de Proof of Work vers Proof of Stake. C'est ce qu'on appelle Ethereum 2.0, qui sera normalement opérationnel début 2021. Ça, c'est une grosse partie qui va basculer sur quelque chose qui est beaucoup moins intense. Et toute la troisième génération, les Polkadot, les Cardano, les Solana, etc., sont du Proof of Stake, qui n'a pas la même externalité. Donc, du coup, aussi, on peut penser qu'au fur et à mesure que ces projets se développent, justement, les cryptocurrencies seront de moins en moins associées à l'empreinte ou à la consommation qui est celle du Bitcoin. Après, je crois que pour faire les ponts sur les prochains sujets, justement, je crois que l'idée, c'est aussi de se dire, il y a une consommation d'électricité. Beaucoup de nos activités ont une consommation d'électricité. Il y a toutes ces comparaisons qui disent que l'énergie qu'on dépense en lumière de Noël, illumination de Noël, est égale à celle de Salvador. On peut se dire, est-ce que ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup? Bon, Bitcoin et les cryptos vont consommer de l'électricité. C'est une externalité. Fine, it is what it is. Au-delà de la question du mix d'électricité et tout ça, la question est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'en tant que société, on est prêt à accepter qu'il y a une technique qui se développe, qui consomme, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait être prêt en tant que société à admettre ça? Est-ce que le fait d'avoir un système monétaire alternatif qui est rules-based ou qui donne de l'accès à des services financiers à des personnes dans les marchés émergents, etc., est-ce que c'est quelque chose qu'en tant que société, nous pouvons nous dire, allons-y, il y a un coût, essayons de le réduire autant que possible, mais justement, de façon ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu faire cette question comme ça pour introduire justement la prochaine question qui est un peu celle de, voilà, système alternatif, quelle est la promesse du Bitcoin et des autres altcoins, etc. C'est exactement ça. Là, la troisième partie, c'est effectivement de s'interroger sur l'utilité de tout ça. C'est-à-dire que oui, il y a un impact écologique, est-ce que ça vaut le coup? C'est exactement ce que tu viens de dire, Manuel. Et peut-être que là, sur ce sujet, Charles-Axel ou Jonathan, peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la transformation de notre système financier, monétaire et l'utilité en fait de la crypto-monnaie. Pourquoi on y va? Pourquoi on veut y aller? Est-ce qu'un jour on échangera du Bitcoin? Est-ce que ça aura une autre utilité? Voilà, dites-nous un peu vous comment vous voyez le sujet. Charles-Axel, tu veux y aller ou... Ouais, j'y vais si tu veux. Allez, je te laisserai faire le point derrière. Donc, bonjour à tous. Merci Maëlle pour ta petite introduction. Je voulais revenir sur deux points qui ont été évoqués pendant la présentation. Le premier, c'était un peu sur la transparence. La transparence, elle n'est pas importante que pour la traçabilité et le terrorisme, etc. Elle est aussi importante pour les investisseurs. Parce qu'en fait, quelque part, les cryptos, c'est le premier asset qui permet de savoir ce que font tous les investisseurs. Et si on compare avec d'autres classes d'actifs, je vous expliquerai ce que je fais après pour justement un peu développer sur les cryptos en tant que classe d'actifs. Si on cherchait à acheter des actions, si on cherchait à savoir ce que font d'autres investisseurs, on ne pourrait pas le savoir. Il n'y a que très peu d'investisseurs aujourd'hui, de gros institutionnels, qui vont être transparents sur ce qu'ils font pour des raisons justement, ils n'ont pas spécialement envie qu'on les copie. Et donc, quelque part, on est sur un système qui n'est vraiment pas transparent. Aujourd'hui, il y a pas mal de sites qui se sont spécialisés justement sur le suivi de toutes les transactions, alors que ce soit des institutionnels ou justement du retail, et qui envoient énormément d'informations qu'on a avec aucun autre marché aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant parce que, par exemple, les plus suivis sont les plus grosses market cap, comme le Bitcoin, Ethereum, etc. Mais à terme, on peut imaginer qu'il sera possible de suivre toutes les opérations qui se passent sur toutes les cryptos, en tout cas les plus importantes. Aujourd'hui, par exemple, sur le Bitcoin, on a la possibilité de tracer toutes les opérations. Donc, on peut savoir qui a été actif quand, combien de fois. Ça nous permet de créer des indicateurs du type, en ce moment, les gens sont plutôt à holder, comme on dit en anglais, donc ils vont détenir la crypto plus longtemps qu'à l'accoutumée. Parfois, on peut être dans des périodes où ce n'est pas le cas, ils vont plutôt généralement traiter énormément. Ça envoie l'indication que potentiellement le cours peut dévisser. Quand on est dans une période où il y a peu de transactions, ou en tout cas, il y a un pourcentage important de gens qui hold pendant longtemps, c'est un indicateur qui est plutôt positif. Ce genre d'indicateur, ça n'existe pas sur les autres marchés, et je pense que ça, c'est un peu une révolution de ce point de vue-là. Il y en existe des centaines, on pourrait en parler vraiment très longtemps. Si vous voulez, on vous partagera plus tard les sites qui proposent ce genre d'indicateurs.
Mais c'est vrai que cette transparence-là, quand on parle de transparence sur les cryptos, on pense tout de suite à l'utilisation qui est faite par, je ne sais pas, justement des brigands, etc. Mais en fait, moi, celle qui m'intéresse surtout, c'est celle qui nous permet de savoir qui fait quoi. Puisque en réalité, à part quelques cryptos type Monero, je ne les connais pas toutes, en fait, sur les autres, on peut savoir ce que fait tout le monde. Typiquement, si vous connaissez mon adresse, vous savez exactement ce que je détiens, ce que j'ai traité, la fréquence, etc. Donc, cette transparence-là, elle est incroyable pour moi. Je voulais aussi revenir sur l'impact environnemental. C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps et finalement, je trouve que c'est revenu sur le devant de la scène un peu grâce ou à cause de Elon Musk. Avec le fait qu'il ait commencé à investir par Tesla. Il a quand même investi 10% de la trésor de Tesla, ce qui est assez énorme si on comparait, si on imaginait que d'autres corpos le suivaient. Une boîte comme Apple, elle est assise sur une montagne de cash et elle investissait seulement 10%. Enfin, bon, voilà, je vous laisse imaginer le genre d'impact que ça pourrait avoir. Il a investi donc 10% de sa trésor. Et puis d'un seul coup, en fait, je pense il a dû se faire un peu taper sur les doigts par le gouvernement américain parce qu'il ne faut pas oublier que Tesla reçoit énormément d'aide de l'État d'un point de vue green. Et comme pour l'instant, c'est vrai que les cryptos et le Bitcoin un peu en premier et n'est pas vu comme quelque chose de green, je pense qu'il a été un peu obligé de revenir un peu sur ses pas. En soi, ça a été vu comme une news négative. Je ne vois pas ça comme une news négative vu le résultat aujourd'hui. En termes d'autres news un peu négatives en rapport avec l'environnement, on en a parlé juste avant, il y a le minage, et notamment en Chine. En fait, la Chine, il y a quelques temps, a décidé de juste bannir le minage. Donc, quelque part, ça résout le premier problème que ça ne plaisait pas énormément à beaucoup de gens que autant de minage soit fait en Chine, une sorte de centralisation du système. Et l'autre chose, c'est que d'un seul coup, ces mineurs, ils vont aller dans d'autres pays qui potentiellement vont leur proposer des énergies beaucoup plus green. On faisait des comparaisons de la proportion d'énergie green qui est utilisée par les mineurs en général versus le système. En fait, il s'avère que la proportion va faire qu'augmenter. On a aussi parlé justement des manières de miner qui font que s'améliorer. Bitcoin est en train de s'améliorer. C'est moins connu que l'ETH parce qu'on passe d'un ETH du coup 1 à 2.0. Mais pour le Bitcoin, c'est la même chose. Jonathan va en parler juste derrière. Lui, c'est vraiment un fervent défenseur du Bitcoin. Il vous parlera justement des évolutions qui sont en cours sur le Bitcoin. En général, toutes les blockchains sont en train de s'améliorer et vont tendre vers quelque chose de très peu consommateur en énergie. Sans parler de justement, comme on disait avant, la comparaison avec le système bancaire en général. Je ne presse pas forcément pour ma paroisse parce que moi, justement, je travaille donc pour une banque américaine. Je travaille sur les marchés obligataires. Et là où moi, ça m'intéresse, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne, il y a plusieurs classes d'actifs aujourd'hui dans les marchés financiers. Les plus connus, c'est les actions. Ensuite, il y a les marchés obligataires. Il y a les marchés de commodities, type l'or, le pétrole, etc. Il y a le change. Et aujourd'hui, il y a les cryptos. Parfois, certaines personnes mettent les cryptos dans les devises parce que c'est vrai que ça fonctionne un peu de la même manière d'un certain point de vue. Mais finalement, pour moi, c'est aujourd'hui une classe d'actifs à part entière. Ceci dit, chez beaucoup de banques qui aujourd'hui s'y intéressent fortement et annoncent qu'elles vont développer des services comme JP Morgan, Goldman, ma banque, etc., c'est souvent les équipes de change, donc Forex, qui vont s'en occuper parce que la logique en est très proche. C'est-à-dire que sur le change, quand on achète de l'euro-dollar, en fait, on achète de l'euro, on vend du dollar. Sur les cryptos, c'est un peu la même logique. Donc, pour ces raisons-là, c'est vrai que la logique un peu est tellement proche que c'est un peu qu'ils vont s'en occuper. Pourquoi je vous parle de ces classes d'actifs? Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, l'argent qui est dans le système, on parle de vases communicants. Et je crois qu'il a été mentionné un peu plus tôt, la market cap actuelle. Je crois qu'on est vers 1350 milliards. On est monté au pic il y a quelques semaines vers 2500 milliards. Et aujourd'hui, et donc on a perdu 1150 milliards. Cet argent, il n'est pas perdu, il a juste été transféré à d'autres classes d'actifs. Et donc, quand en fait, on a le point de vue d'un investisseur instit, il faut bien penser que lui, il fait une allocation. Il va choisir de mettre une partie en actions, une partie sur les obligations, une partie en change, ou parfois c'est juste de la couverture, une partie en commodité, et maintenant, potentiellement, une partie en crypto. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette partie en crypto, elle est minime. Chez les instits,
On peut aussi comparer face à M1, qui est le Money Supply. C'est un peu la somme des dépôts, on va dire. Ça représente, je crois que la dernière fois que j'avais lu le chiffre, c'était 0,05% de M1. Pour vous dire comme on est tôt dans le niveau d'adoption, que ce soit même retail et donc instit. Ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est que pour un instit, ça lui apporte une diversification nouvelle. Alors, on peut débattre du degré de diversification que ça apporte. Est-ce que en fait, ce n'est pas comme une action? Dernièrement, on parle beaucoup des cryptos comme moyen un hedge contre l'inflation, une couverture contre l'inflation. On peut aussi débattre de ça, mais ça pourrait durer aussi très longtemps. Mais c'est pour toutes ces raisons-là qu'on voit de plus en plus d'instits. Alors, il y a certains instits qui sont un peu les pionniers et qui se font comment dire, voilà, c'est les avant-gardistes et c'est eux qui font un peu la pub. Alors, on pense bien sûr à Tesla, mais ça, c'est plus un corpo. Mais on pense surtout à des boîtes comme Grayscale ou MicroStrategy. Oui, Grayscale, oui. MicroStrategy, aujourd'hui, par exemple, pour moi, c'est un peu plus intéressant que Grayscale d'un certain point de vue, dans le sens où ils émettent de la dette, MicroStrategy. Donc, c'est une dette, ils émettent une obligation. Il y a des investisseurs qui vont acheter ces obligations. Et derrière, avec cet argent-là, MicroStrategy, ils achètent des cryptos. Donc, clairement, les investisseurs qui achètent ces obligations auprès de MicroStrategy sont au courant de la stratégie derrière. Donc, quelque part, ils sont fine avec le procédé. Donc, il y a vraiment une sorte de généralisation du process. C'est comme si, en fait, pour des instits qui voient ça un peu quand même de loin, c'est dangereux, etc., il y a beaucoup de fausses vérités sur les cryptos. Finalement, en fait, ces sociétés-là permettent de les éduquer, finalement, parce qu'il faut bien avoir en tête que la plupart du temps, les instits, c'est quand même des gens assez averses au risque, et donc ils ont besoin de bien comprendre comment ça fonctionne. Pour moi, ces boîtes-là permettent justement d'avancer. Je l'ai évoqué pour Tesla et le côté environnemental. On peut les remercier pour cette avancée. Grayscale, ils font des super présentations sur Bitcoin, sur l'Ethereum. C'est des gros avocats de l'Ethereum. Je vous invite à lire leurs présentations. Elles sont disponibles en ligne et non payantes. Ils n'arrêtent pas d'agrandir leur portefeuille. Ils ont investi il n'y a pas très longtemps dans Cardano. Donc, quelque part, à chaque fois, ça fait de la pub parce qu'on se dit, putain, si ce genre de boîte investit dans Ethereum, dans Cardano, etc., ça rassure les gros investisseurs retail. Le retail, c'est vous et moi, les petits porteurs. Et donc, quelque part, voilà, il y a un côté rassurant et ça aide à l'adoption générale par les instituts. Aujourd'hui, il faut bien voir que… Pardon ? Oui, non, mais donc il y a un gros tournant qui est en marche, là où les institutionnels y vont de plus en plus, ce qui amène aussi, du coup, le retail à suivre ce mouvement, que ce soit sur le Bitcoin d'ailleurs et comme tu dis, sur d'autres cryptos en fait. Exactement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années, en 2017-2018, lors du dernier bull run, on parlait quasiment que du Bitcoin. Exactement. Aujourd'hui, il y a les 100 premières market cap. Alors, c'est peut-être plus le cap, ça a pas mal baissé, mais elles sont toutes à une market cap d'au-dessus d'1 milliard. C'est quand même des gros bébés maintenant. Mais est-ce que c'est pas aussi le fruit de… Comme il y a beaucoup de liquidités sur les marchés et qu'on ne sait plus tellement trop dans quoi investir, est-ce que ça n'amène pas justement à… Clairement, il y a ça. Mais ça participerait, je pense, à la market cap globale qui est supérieure à celle d'avant. Parce que le pic de 2018, ça a atteint 750 milliards, je crois, de tête. Là, on a atteint 2500 et on a beau avoir énormément perdu, on reste quand même à 1350. Et la Bitcoin dominance, comme on l'appelle, est seulement à 45%. Enfin, seulement. Ça peut, pour certains, rester un chiffre assez élevé, mais elle a plutôt eu tendance à varier entre 70, 75, voire 80 dans ce genre de marché baissier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des investisseurs instituts et retail qui croient en d'autres cryptos que juste le Bitcoin. Et la preuve, c'est que l'Ethereum aujourd'hui, c'est quasiment 20% de la market cap. Donc, clairement, il y a d'autres grosses cryptos qui sont fait une part du gâteau pour des raisons, je pense, assez évidentes de diversification, une fois de plus, parce que les cryptos permettent une diversification au sein des classes d'actifs, mais après, au sein des cryptos, il y a aussi une possibilité de diversification. Elles n'ont pas toutes le même fonctionnement, elles n'apportent pas toutes la même réponse, elles ne répondent pas toutes à la même problématique. Et c'est ça aujourd'hui qui est top, c'est que dans quelques années, on aura en fait un marché crypto qui ressemblera beaucoup à un marché d'actions, en fait,
où les gens ils se font une diversification sur les actions en achetant, on dit généralement que c'est entre 12 et 18 actions qu'on est bien diversifié. Eh ben, je pense que sur les cryptos, ça sera un peu la même chose. On fera du stock picking de… Exactement, on fera du crypto picking. De crypto picking, pardon. Crypto picking, parce qu'aujourd'hui, ils répondent vraiment à plein de choses différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on va investir dans les cryptos, il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas juste acheter du Bitcoin ou l'Ethereum sans réfléchir parce que ça monte. Acheter parce que ça monte, c'est un peu la pire des stratégies parce que quand ça va baisser, on ne sait pas s'il faut en rajouter parce qu'on a toujours un niveau de conviction élevé ou juste vendre au pire des moments. Et donc, en fait, on aura une mauvaise expérience avec les cryptos et on ne voudra plus en entendre parler. Il faut vraiment faire sa recherche à la base. Et bon, voilà. En tout cas, pour parler de ce qui est de l'adoption des instituts, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu d'instituts qui sont dessus, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui arrive dessus. Il y a beaucoup d'ETF qui sont en cours, on espère, d'approbation par la SEC aux US. Ça serait aussi beaucoup de cash qui arriverait dessus. Et c'est vrai que plus il y aura d'instituts sur ces marchés-là, et plus, quelque part, en fait, quand on fait baisser la part du retail, on s'évite des mouvements de marché trop importants. Aujourd'hui, la volatilité, elle reste trop forte. Elle reste trop forte parce que, quelque part, plus la part des retail est importante et plus leur comportement, il est trop là pour des gains rapides. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. On l'a vu dernièrement avec, par exemple, dès que Robinhood, qui est une plateforme d'échange aux US, a ajouté, je crois, c'est 7 cryptos à cette crypto tout simplement sur sa plateforme. C'est des cryptos qui ont énormément performé, mais c'est aussi des gens qui ne sont pas là, ce n'est pas des investisseurs long terme. Donc, c'est aussi des gens qui vont vite vendre. Et donc, c'est aussi sur cette base-là qu'on peut être amené à perdre beaucoup d'argent. Donc, bref, je pense qu'il faut bien faire cette distinction-là, que finalement, de plus en plus, il y aura d'instituts, ça sera de mieux en mieux pour ces marchés-là. Justement, il y a pas mal de commentaires dans le chat où c'est en train de discuter justement sur Bitcoin, d'autres monnaies, Bitcoin, pourquoi est-ce qu'on parle encore du Bitcoin, est-ce que c'est pas un peu dépassé, etc. Et je pense parce que vu qu'on a déjà un peu dépassé le temps, je me dis que ce serait pas mal peut-être de répondre à cette question qui fait tout le long du chat sur où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Avec Jonathan. Ouais. Donc Jonathan. Je pense que Jonathan, c'est le plus à même à répondre à ces questions-là. Bitcoin le King. Ouais, écoutez, déjà, merci pour toutes ces interventions. Donc, effectivement, en tant que maximaliste Bitcoin, je ne peux que aller dans ce sens. Après, c'est difficile de répondre en si peu de temps, malheureusement, parce qu'en fait, je pourrais rebondir sur tout ce qui a été dit, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je ne partage pas. Mais voilà, le but, ce n'est pas de s'étendre sur les opinions de chacun, mais effectivement, il y a eu plusieurs sujets aujourd'hui, donc à la fois sur la partie LCBFT, où effectivement, en tant que PSAN, je pourrais témoigner de cette partie-là, mais je vais m'abstenir pour le moment. Il y a la partie écologie, où là, j'ai entendu vraiment des choses qui m'ont fait mal aux oreilles, mais pareil, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, justement, toute l'utilité de ce webinaire… mais le truc, c'est qu'après, j'allais parler justement, j'allais parler du sujet qui, justement, là, anime le débat depuis quelques minutes sur le chat sur pourquoi Bitcoin et quelle est l'utilité de Bitcoin. J'ai vu un mec, je ne sais pas qui c'est, qui a dit qu'en gros, ça ne servait à rien à part spéculer et investir. Franchement… c'est pour ça que, Olivia, je pourrais répondre aussi sur la partie écologie, mais en fait, il y a tellement de choses à dire qu'en plus, du coup, Maël, tu vois, il est déjà 13h39. Et en fait, ce sujet, en fait, il y a tellement de choses à dire sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, petit instant pub, mais nous, on organise une conférence qui s'appelle Surfing Bitcoin. Ouais. Qui se déroule à Biarritz fin août pendant 2 jours pour parler justement de tous ces sujets-là. Et notamment sur l'écologie, où en fait, on a toute une matinée entière pour adresser ce sujet-là, pour justement sortir des idées reçues que j'ai entendues, même là encore parmi les intervenants, ou des incompréhensions, ou vraiment des choses qui sont fausses malheureusement. Mais bref, donc je ne peux pas m'étendre là-dessus parce qu'on a peu de temps. Mais effectivement, en gros, moi, s'il y a une chose que j'aimerais dire par rapport à l'utilité du Bitcoin, parce que c'est un sujet qui est aussi extrêmement d'actualité, et en fait, cette actualité date du 9 juin dernier, donc je ne sais pas si
savez ce qui s'est passé le 9 juin dernier, mais il a été annoncé donc une première mondiale, à savoir qu'un premier pays a décrété Bitcoin comme monnaie légale. Donc, du coup, la personne dans le chat qui n'a pas eu cette information, où j'ai vu qu'en gros, Bitcoin, ça ne sert à rien à part spéculer, j'espère que… Pardon ? Oui, déjà, ça sert de monnaie dans un pays. Ben voilà, donc voilà, déjà, désolé pour cette personne-là, mais du coup, elle a tort. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour répondre, et encore une fois, je pourrais m'étendre pendant plusieurs minutes sur ce sujet-là, mais Bitcoin, contrairement aux autres crypto-monnaies, Bitcoin, ça veut vraiment changer le monde, dans le sens où on oublie, parce que nous, on vit dans des pays occidentaux où on n'est pas spécialement directement concerné, mais il y a énormément de pays dans le monde où les populations sont non bancarisées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de compte en banque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, nous, en Europe, on ne se rend pas compte parce que ce n'est pas un problème qui nous semble évident. Mais en fait, Bitcoin, c'est ça. Ça sert à changer le monde et la vie des gens, notamment des gens qui sont non bancarisés. Au Salvador, il y a 2 milliards de personnes justement dans le monde qui n'ont pas accès aux services financiers bancaires, donc qui sont en marge vraiment du système de paiement, du système financier, qui ne peuvent pas payer de factures d'électricité, de factures d'eau, parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Donc, voilà. Donc, je veux dire ça, pour moi, Maëlle, tu viens juste de balancer encore une vérité absolue. C'est-à-dire que l'utilité du Bitcoin, si on a bien une, c'est celle-là. C'est-à-dire que ça permet de rendre accessible, de rendre accès, de redonner du pouvoir aux gens sur leur monnaie, sur leur argent. Justement, là-dessus, concrètement, il y a une question. Comment fait-on pour acheter du Bitcoin sans avoir accès à un compte bancaire ? Et bien, du coup, c'est exactement ce que met en place le Salvador. Et effectivement, aujourd'hui en France, ce ne serait pas possible. Donc, c'est une excellente question de cette personne. Et c'est justement pour ça, pour permettre d'arriver à ce que tu viens de dire, Olivier, un jour en France, il faudrait que Bitcoin soit une monnaie légale. Et justement, en fait, au Salvador, c'est ce qui vient de se passer. Je peux rajouter aussi qu'il y a des distributeurs de BTC. En fait, pour acheter du BTC, tu n'as pas besoin d'une connexion Internet. En fait, justement, il y a des distributeurs qui donnent du Bitcoin, comme d'autres sont donnent du cash sans passer par un compte bancaire. Il y a des peer-to-peer exchanges où les gens se mettent d'accord entre eux pour négocier justement un prix en peer-to-peer, comme le nom le dit. Donc, en effet, justement, on n'a pas forcément besoin d'un compte bancaire pour l'acheter. Alors, ce que tu dis, Manuel, c'est vrai, je pense, pour plein de pays, mais en France, malheureusement, aujourd'hui, les ATM sont interdits. Enfin, il y a plein de choses qui sont interdites. Donc, en gros, justement… Comme tu disais tout à l'heure, que le monde, ce n'est pas que le monde développé. Et justement, pour répondre à la question de cette personne, justement, ailleurs dans le monde, les gens qui n'ont pas accès à un système bancaire, ils peuvent y accéder aussi. Voilà. C'est ça. Mais alors, après, encore une fois, le Salvador, eux, ils sont en train de mettre en place un certain nombre d'infrastructures techniques. D'ailleurs, là, du coup, je ne sais pas si vous avez vu, mais pareil, là, le président du Salvador vient de faire va faire un airdrop de Bitcoin. C'est-à-dire que tous les habitants, toute la population du Salvador aura un wallet Bitcoin. Et en gros, le président du Salvador va donner, je ne sais plus exactement combien, mais je crois que c'est l'équivalent de 30 $. De $30 justement en Bitcoin à chacun de ses citoyens. Justement, et donc ça, c'est évidemment une excellente idée. Et bref, il y a plein de choses qui sont en train d'être travaillées justement au Salvador par rapport justement à équiper chacun des citoyens en outils de paiement Bitcoin pour que justement ces gens-là puissent enfin avoir accès à des services de paiement dignes de ce nom, quoi. Donc voilà, donc l'utilité du Bitcoin à la base, contrairement à d'autres crypto-monnaies, parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir le débat là en 5 minutes, mais effectivement, la caractéristique principale du Bitcoin, c'est d'être une monnaie. Effectivement, ça, on l'oublie, mais Satoshi Nakamoto, dans son white paper, c'est ça qui voulait, quoi. L'origine du sujet, c'est celui-là. Et effectivement, aujourd'hui, on pourrait effectivement, encore une fois, en parler pendant des heures, mais tel que Bitcoin existe aujourd'hui, forcément, n'est pas adapté à un usage de monnaie. C'est justement pour ça qu'au Salvador, et j'en reviens à cet exemple-là, ils travaillent avec une startup qui s'appelle Strike, que je vous invite à aller voir tout de suite maintenant pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, eux, ils utilisent ce qu'on appelle la technologie de deuxième niveau sur Bitcoin, qui est le Lightning Network. Oui. Cette technologie, d'ailleurs, sur laquelle Stackinsat aussi va travailler, permet de rendre les paiements Bitcoin instantanés et d'ailleurs beaucoup moins polluants dans le sens où ils vont moins solliciter la blockchain Bitcoin. Mais bref, ça pareil, en 5 minutes, c'est compliqué de l'expliquer. Tout ça pour dire que Bitcoin, contrairement aux autres crypto-monnaies, l'utilité principale, c'est d'être un système monétaire, un système de paiement.
à ma connaissance, aucune autre crypto-monnaie, et notamment Ethereum, n'a cet objectif. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que maximalistes Bitcoin, on aime bien justement revenir à ces fondamentaux parce qu'en gros, Bitcoin vraiment cherche à changer le monde de ce point de vue-là. Et pour nous, c'est juste extraordinaire. Et à notre connaissance, à ce jour, aucune autre crypto-monnaie n'a cette ambition-là, en tout cas, ou du coup, sur le papier, n'y arrive pas. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse parce que je sais qu'en plus, on est pris par le temps. En tout cas, si vous voulez nous poser des questions. Il y a encore 128 personnes qui sont connectées, donc ça va. Ils ne nous ont pas quittés encore. Moi, je suis désolée, mais je vais être insistante. On ne peut pas affirmer et être contre à ce point de ce qu'on a dit sur l'écologie sans pouvoir exposer. Alors, je n'ai pas dit que j'étais contre. J'ai pas dit que j'étais contre. Non, mais le commentaire était assez, on va dire, brut de décoffrage pour qu'on laisse quand même le webinaire se terminer sans donner pourquoi il y a un peu plus d'explications par rapport à ça. Oui, sur quel aspect tu n'es pas d'accord du coup? Alors, en fait, effectivement, du coup, je ne me rappelle plus de l'intervenant, mais il citait une des sources du coup sur Bitcoin et écologie. Donc, je ne me rappelle plus qui s'est exprimé là-dessus, où il citait en fait effectivement une source qui est souvent reprise, mais qui n'est absolument pas, à mon sens, une bonne source, dans le sens où c'est une personne dans son coin qui a travaillé là-dessus et qui, du coup, a… donc d'ailleurs, mon associé est juste dehors et c'est lui qui me l'a fait remarquer. Sur la source, c'est Cambridge. Voilà. Il y a Cambridge et il y a deux sources qui sont souvent reprises. Et je sais qu'historiquement, sur le bilan, il y a eu, mais ça, c'est vieux, en fait. Hein, dans le temps, voilà. Quand il y avait beaucoup d'incertitudes, mais ça date de 2015-2016, il y avait beaucoup de débats et il y avait une seule source. Mais là, maintenant, on est sur des sources qui sont très différentes et les deux sources donnent à peu près le même niveau de consommation. Et sur Cambridge, ils évoquent quand même une grosse incertitude. Il y a une fourchette, mais au milieu, on est à peu près sur l'ordre de grandeur. Donc, sur le fondamental, moi, ce que je pense, c'est oui, ça consomme de l'électricité et oui, peut-être on peut l'améliorer. Et oui, il y a des façons, mais je pense qu'il ne faut pas non plus éviter le sujet, quoi. Il y a une consommation d'électricité. Ah ben non, mais absolument pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, et donc, encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué de répondre en aussi peu de temps. Mais en gros, Bitcoin et l'intérêt des mineurs, parce qu'il ne faut pas oublier pourquoi est-ce que Bitcoin consomme de l'énergie, c'est pour sécuriser le réseau. Et les mineurs, eux, effectivement, leur intérêt, il n'est pas écologique. Clairement, eux, leur intérêt, c'est de prendre l'électricité là où elle est la moins chère. Et globalement, il se trouve que là où l'électricité est la moins chère, c'est là où il y a des surplus d'énergie. Et en général, les surplus d'énergie, ils ne viennent pas des énergies carbonées. C'est ça qui est… Ouais, mais c'est ce qu'on a dit, en fait, il me semble. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je crois que l'autre point sur lequel peut-être est quelque chose qui parfois est mal compris, c'est parfois les comparaisons, en fait, la comparaison avec les systèmes Visa, quand il y a ces chiffres, en fait, qui font un coût par transaction de Bitcoin et qui après extrapolent ça pour dire que si un jour Bitcoin faisait autant de transactions que Visa, sont fausses. Parce qu'en fait, on compare un koala avec une pomme. En fait, Bitcoin, c'est un système de final settlement. Les transactions sur Bitcoin sont final settlement. Visa, non. Ouais. Visa, il y a ACH, il y a le système de la Fed, il y a SWIFT, il y a etc. Il y a beaucoup de choses, il y a tout un système derrière. Et donc, justement, Bitcoin n'est pas là pour payer les cafés. Il y a le Lightning Network pour ça. Il y a tout ça, justement. Donc, éventuellement, Bitcoin peut, quand le Layer 2 sera développé, soutenir autant de transactions que Visa s'il peut, mais faire la comparaison aujourd'hui entre l'un et l'autre n'est pas juste. Parce qu'ils ne cherchent pas à faire la même chose. Et Bitcoin, c'est un système monétaire à part entière, alors que Visa, c'est juste une couche dans un système monétaire beaucoup plus large. Donc, cette comparaison, c'est celle-là qui induit beaucoup en erreur, parce que c'est dans l'étude de Mora et associés qui dit que, voilà, qu'éventuellement, c'est Bitcoin tout seul qui va faire les 2 degrés. Voilà, je suis 100% d'accord. Après, c'est juste que, si tu veux, moi, si je te dis, bon, il y a 850 kg de CO2 par transaction, évidemment, ça ne te dit rien du tout, quoi. C'est juste pour donner quelques points de comparaison. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Visa, c'est juste un point du système, alors que Bitcoin, c'est probablement oui. Et il y a un autre sujet qui fait feu, c'est un peu la spéculation. Où justement il y a pas mal de commentaires où voilà, on dit le Bitcoin, mais en fait ça sert que à spéculer, spéculation c'est mauvais, problème d'inflation, etc. Quelqu'un veut commenter sur ce point? Pour moi, il me semblait avoir partiellement répondu à ça, mais c'est que encore une fois, l'utilité principale du Bitcoin, c'est le système monétaire et de paiement. Donc,
ceux qui disent que l'utilité principale, c'est de spéculer, en fait, ils n'ont rien compris au truc, quoi. Oui, mais Jonathan, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a quand même une double utilité avec le Bitcoin, c'est-à-dire que ça va servir à la fois de valeur de réserve, puisqu'il y a une quantité limitée en circulation, ça sera 21 millions de Bitcoin, et donc ça peut remplacer, c'est une forme d'or numérique, parce que c'est limité. Et en même temps, cette valeur de réserve, on veut l'utiliser pour payer, donc ce sera une monnaie aussi. Voilà, c'est ça, justement. Je crois qu'une chose très intéressante de Bitcoin, c'est que chacun voit beaucoup de choses selon ses situations particulières. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets pour l'inflation. Et pour eux, une des grosses attractions de Bitcoin, c'est que c'est un rules-based monetary system. C'est, voilà, justement, il y a telle émission, elle est capée, voilà, qui est une règle qu'on aimerait avoir, justement, dans n'importe quel système financier du monde. Et encore nous, voilà, qui avons la Banque centrale européenne qui est plutôt responsable, voilà, on s'en sort plutôt bien, mais allons demander aux gens qui ont la Banque centrale du Liban, ou la Banque centrale d'Argentine, ou la Banque centrale de Venezuela. Donc, voilà, donc, de ce point de vue-là, oui, c'est un système financier stable, c'est un actif qui sert comme hedge plutôt qu'une spéculation. Ça sert à vivre et à protéger ses économies. Après, il y a des gens qui voient un moyen de paiement. Et là, oui, on peut se poser la question si avec le Salvador va être un très bon expériment, justement, de voir si les gens vont vers les bitcoins plutôt comme une réserve de valeur, comme un moyen d'économie, ou plutôt pour payer le café. Parce que vu la fluctuation des prix, la question peut se poser. Donc, justement, il y a beaucoup de choses à voir. Après, je ne suis pas un maxi, et justement, je crois que je vois aussi beaucoup d'intérêt des deuxième génération et troisième génération qui sont bons derrière. Parce qu'après, Bitcoin, c'est moyen de paiement, et c'est son utilité première. Et en fait, justement, chaque devise joue son rôle. Bitcoin jouera celle-là, et c'est les pionniers. C'est grâce à Bitcoin qu'on est tous là. Et voilà, et du coup, c'est ça qui a ouvert la voie. Après, quand tu rajoutes des smart contracts et quand tu rajoutes une gouvernance derrière, tu couvres d'autres cas de figure. Ça permet de faire de l'assurance, ça permet de faire de la finance décentralisée, ça permet énormément d'autres applications qui vont aussi venir adresser ces problèmes de débancarisation dans les marchés émergents, qui va permettre aux fermiers en Afrique de se protéger contre des hausses de température avec une assurance, ça permet de faire du microcrédit, etc. Donc, du coup, je crois que mettons chacun à sa place, justement, Bitcoin joue un rôle. C'est transformationnel, c'est quelque chose qui ouvre la voie pour énormément de choses, mais c'est la base sur laquelle, après, d'autres ont construit d'autres projets qui ont énormément de valeur et qui vont aussi rajouter d'autres cas de figure qui sont extrêmement bénéfiques pour le monde. Oui, complètement. Alors, du coup, ça ouvre des perspectives sur le développement durable. Maëlle, je voulais aussi réagir. Oui. Ouais, je voulais aussi réagir là-dessus, sur tout ce que peut permettre le Bitcoin et les cryptos en général. Ouais. On a parlé justement du monde qui était non bancarisé. Donc, pour eux, c'est une solution parce qu'en fait, c'est comme ils peuvent payer avec leur téléphone, c'est souvent des gens qui ont plus facilement accès à un téléphone qu'à une banque parce que souvent, dans leur pays, c'est soit le gouvernement, soit les banques, soit les deux qui sont corrompus. Ouais. Donc, quelque part, ça répond un peu à ça. Cardano, c'est un peu les spécialistes aujourd'hui en Afrique. Ils vont voir directement des pays pour leur proposer des solutions avec leur crypto, mais on peut imaginer à terme un système beaucoup plus développé. Je voyais dans les commentaires des gens qui disaient oui, mais si on passe d'une monnaie du Venezuela ou El Salvador vers le Bitcoin, finalement, c'est aussi volatile. En fait, non, parce que même si, imaginons, vous aviez été payé en Bitcoin au top vers 65 000, aujourd'hui, vous avez la moitié, c'est des pays où ils peuvent perdre 10 fois, 100 fois la valeur de leur monnaie aussi rapidement. Donc, quelque part, même si les cryptos et Bitcoin restent encore très volatiles, on peut imaginer un monde où ça le sera beaucoup moins déjà, mais surtout, même dans le monde actuel, c'est moins volatile que leur monnaie chez eux. Nous, on a beaucoup de mal à l'imaginer parce que l'euro, ça bouge à peine quelque part comparé aux G10 currencies. Mais en vérité, il y a des pays pour lesquels c'est insupportable. L'inflation, c'est à des niveaux qu'on n'imagine même pas. C'est du x10, x100, x1000. Donc, en fait, on perd tout du jour au lendemain. Donc, quelque part, ça répond à ça. Ça me rappelle l'histoire quand la banque centrale russe dévaluait sa monnaie, il y a quelques années de ça. En fait, les Russes riches, pour se couvrir, ils achetaient les produits Apple en dollars. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans des pays où les banques centrales sont parfois peut-être trop agressives à défendre leur monnaie. On l'a eu dernièrement avec la Turquie, par exemple, où la dévaluation était assez énorme. On est quasiment sur du x10. Et ben, en fait, acheter du Bitcoin, quelque part, ça vous protège même quand ça coupe que par deux. Ouais. Donc, il y a cette logique derrière. Et le dernier point auquel je pensais, c'est aussi de l'investissement. Quelque part, on parle de monnaie internationale. Quand on fait un investissement à l'étranger, il faut prendre en considération sa couverture de change.
Dernièrement, je voyais qu'on pouvait acheter des villas à Bali en crypto. Après, bon, ça dépend de la vue qu'on a sur les cryptos, mais quelque part, on ne s'expose plus du coup à la roupie indienne, à l'inflation de la roupie indienne, etc., aux décisions de la Banque centrale en Inde. Et donc, quelque part, voilà, c'est un call sur les cryptos. Bon, après, on peut rentrer dans le détail de tout ce qui est fiscalité, parce qu'à mon avis, ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Et il y a tellement de solutions qui sont apportées par les cryptos. C'est en ça que ce n'est pas juste spéculatif. Bien sûr qu'il y a des spéculateurs, comme sur tous les assets. Sur les marchés. Il y a des gens qui achètent des appartements parce que ça monte. C'est la même chose. Et qui vont revendre, bien sûr. Exactement. Donc, il y a de la spéculation, il y a beaucoup de volatilité, mais pour plein d'autres raisons, je pense que ça apporte une vraie réponse à plein de problématiques et ce n'est pas juste de la spéculation. C'est vrai que quand on entend parler à la télé, ça donne l'impression que c'est que ça, mais en vérité, dès qu'on parle avec des gens qui s'y connaissent vraiment, déjà, on élimine toutes les fausses vérités et on se rend compte de tout ce que ça peut apporter. Alors, ce n'est peut-être pas encore le cas sur tous les points que je viens d'évoquer, mais on voit le chemin sur lequel on se trouve. Et moi, je trouve que d'un point de vue avenir, d'ici 5 à 10 ans, on rigolera de tout ce que ça a apporté, tellement ce sera incroyable. Donc, dans 5 à 10 ans, on continuera d'en parler. Ce sera plus un sujet, j'espère, de découverte, mais plus d'intégration. Voilà, ça répond à tellement de problématiques pour moi que c'est juste un no-brainer. Bon, super. Je vois que donc là, il est 57. Allez, on va se dire qu'on arrête à 14h dans 3 minutes parce qu'après, je pense qu'effectivement, de toute façon, tout le monde va retourner au bureau et à ses réunions. Je vois qu'il y a quand même une petite main levée. Goma, je vois marquer ça, peut-être la dernière question. Et puis après, on vous quittera. Ah non, si vous ne voulez pas intervenir, ce n'est pas grave. On avait peut-être juste du coup, un peu le mot de la fin. Alors, après ce webinaire, maintenant presque d'1h30, crypto-monnaie responsable ou pas? Responsable ou pas responsable? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous intéresserait d'un petit peu avoir voilà, maintenant votre sentiment. Est-ce que vous êtes encore dubitatif, vous ne savez pas, c'est complexe, c'est compliqué, etc. Je pense que ce qui serait sympa, c'est de nous laisser des petits commentaires, justement, peut-être sur la page de l'événement, et nous dire comment vous positionnez, comment vous arrivez à digérer toutes ces infos, et finalement, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que oui, c'est responsable? Non, pas vraiment. Ou ça peut le devenir et ça peut vraiment changer les choses. En fait, c'est vrai que quand on voit l'utilité que ça peut avoir, parce que derrière, il y a quand même toute cette technologie, on a parlé notamment dans les pays émergents, les problématiques de bancarisation, mais ça va aussi s'appliquer dans tellement d'autres secteurs, sur la lutte contre la fraude, la corruption, avec la sécurité des données. Et puis, on parle aussi, dans les objectifs de développement durable, de donner une identité légale aux gens. Et on parlait des 2 milliards de personnes qui n'avaient pas accès à un compte bancaire. Mais ne serait-ce qu'une identité légale, c'est vrai que nous, en tant qu'Occidentaux, ça nous paraît... ça ne nous parle pas. Et en plus, on a des pratiques qui sont déjà très numérisées avec le téléphone. On paye avec le téléphone, on ne se pose pas ces questions. Mais en réalité, pour une grande partie de la population mondiale, c'est quand même un tournant énorme dans l'amélioration du confort de vie, dans l'accès à des infrastructures et dans l'intégration en fait, du système financier. Il ne faut pas oublier que notamment le Bitcoin, c'est une monnaie mondiale sans frontières, sans discrimination. Et qui peut s'échanger de manière décentralisée sans qu'une seule banque ou qu'un seul État prenne la main dessus. Donc c'est vrai qu'il faut voir en fait toutes ces perspectives-là, je pense, d'avenir. Et sur l'impact écologique, à mon sens, ça ne fera qu'évoluer dans le bon sens. Et moi, la question que j'aime bien poser, en fait, c'est est-ce que c'est pas forcément le Bitcoin, en fait, ou les cryptos qui polluent de manière générale, mais c'est simplement les pays qui produisent l'électricité avec des grosses centrales à charbon. Est-ce que justement, c'est pas taper sur les doigts de la Chine, taper sur les doigts des États-Unis, de l'Inde ou qui que ce soit, plutôt que de faire un micro-focus sur l'impact écologique du Bitcoin, sachant qu'en plus, le numérique représente 4% des gaz à effet de serre. Donc, on pollue déjà tellement par ailleurs et on ne se pose pas la question de pourquoi on utilise Google. On l'utilise quand même. Donc, voilà. Alors du coup, dans le chat, est-ce que les gens pensent que c'est responsable en devenir ou pas?
il serait irresponsable de ne pas s'intéresser aux cryptos. Ça, c'est vrai. Bon, voilà, après, je pense, pareil, bon, vous n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, je vais mettre le lien du replay sur la page de l'événement LinkedIn. Il sera ensuite disponible sur le site internet des AFR. Vous pouvez toujours aller jeter un œil un peu plus sur le site internet des AFR si le cœur vous en dit. Et puis, en tout cas, un grand merci à tous nos super intervenants aujourd'hui qui ont réussi à se mobiliser pendant tout ce temps. Et merci à vous, tous les participants, d'avoir écouté et suivi ce sujet fort passionnant. Merci beaucoup à tous, vraiment. Merci pour merci beaucoup. Toute votre expérience, vos conseils, votre expertise. C'était génial. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Salut, merci beaucoup. Au revoir à tous. Ouais.